Vous rappelez par exemple la nécessité d'avoir à déposer 50% de nos réserves de change pour garantir la convertibilité par exemple du CFA et de l'euro. Ça entrave la marge de manœuvre de ces économies à pouvoir vraiment être dynamique. On est d'accord. En effet, Mais quand on sait par exemple la capacité de nos dirigeants à être de très mauvais gestionnaires, est-ce que c'est pas problème entre la peste et le choléra d'avoir à se dire soit on est soumis et on continue par exemple à respecter certaines règles édictées par la France, soit on est libre, mais au final, on va se retrouver à aller acheter des baguettes de pain avec des brouettes d'argent, un peu comme au Zimbabwe ou au Zaïre. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un économiste gabonais passé par l'université Omar Bongo et l'université de l'Illinois à Chicago. Gabriel Tougou a occupé des fonctions dans le secteur privé, notamment à Citibank Gabon et PricewaterhouseCoopers, conseiller du président Ali Bongo chargé des investissements, puis administrateur général de la zone économique spéciale de Nkok. Auteur de Pourquoi le Gabon ne décolle pas, où il fait un diagnostic de l'économie gabonaise et son incapacité à concevoir un autre modèle économique plus en phase avec ses réalités. Monsieur Ntougou, merci d'avoir accepté notre invitation. c'est moi qui vous remercie. Pour vous faire un petit topo de l'entretien que nous allons avoir, on va commencer par en savoir un peu plus sur vous, vous présenter, avoir votre parcours professionnel et ce que vous faites aujourd'hui. Ensuite, on parlera du livre que vous avez écrit, Pourquoi le Gabon ne décolle pas. Si ça vous convient, c'est comme ça que nous procéderons. Parfait. Je vous ai présenté succinctement. Vous avez quelque chose à rajouter, à préciser? Je pense que la description succincte que vous avez faite elle témoigne plus ou moins de mon parcours en général. Oui, j'ai fait mes études au Gabon, une partie au Gabon et à l'UOB, à l'université Omar Bongo, où j'ai étudié la science économique et je me suis spécialisé en économie industrielle, c'est-à-dire l'étude de l'économie qui est spécialisée dans le domaine des comportements des entreprises dans leur secteur d'activité, dans leurs Mhm. industries. Puis après, j'ai continué justement dans le même domaine aux États-Unis, à l'université de l'Illinois à Chicago. Lorsque je suis rentré au Gabon, j'ai bien voulu apporter mes connaissances pour le bonheur de mon pays. Tour à tour, j'ai fait beaucoup d'entreprises. J'ai commencé à UGB, à la direction financière. Ensuite, je suis allé à Citibank, directeur des engagements. Après Citibank, j'étais senior auditeur au cabinet PricewaterhouseCoopers. Après PricewaterhouseCoopers, c'est là où j'ai été nommé justement au cabinet du président. Et au cabinet du président, je m'occupais essentiellement des dossiers d'investissement et des réformes publiques. J'arrive en 2011 au cabinet du président et donc en 2009, le président Ali avait lancé tout un programme d'investissement qui nécessitait non seulement des investissements nationaux, mais aussi des investissements directs étrangers. Et donc, il fallait vendre le Gabon, il fallait faire la promotion du Gabon pour attirer ces investisseurs-là. C'était ma tâche essentiellement. Et à côté de ça, il fallait aussi poursuivre certaines réformes, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation aussi. Ce sont les deux piliers sur lesquels j'ai beaucoup travaillé au cabinet du président. Après le cabinet, j'ai été nommé administrateur général de la zone économique spéciale de Nkok. Là-bas, le défi consistait à justement attirer des investisseurs sur un nouveau terrain vide, à plat, où il fallait développer toute une branche industrielle du pays, notamment dans le secteur bois d'abord au départ. Et puis la zone s'est diversifiée dans d'autres secteurs tels que la transformation des rebuts ferreux en barres de fer à béton. Il y a eu même la production de l'eau potable dans la zone de Coq. Donc c'était ça mon défi. Et après la zone de Coq, déjà quand j'arrive en Coq, je pense que Coq devait être autour de 13 entreprises. Je sors de Coq avec plus d'une centaine d'entreprises qui sont déjà en activité et en construction. Et après la zone de Coq, j'ai été nommé donc directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements, donc l'ANPI. Et là-bas, mon défi consistait justement à non seulement continuer la promotion du pays, aussi aménager le cadre dans lequel les opérateurs économiques gabonais ou étrangers qui veulent venir au Gabon procèdent à la création de leur structure, et ainsi de suite. À l'AIPI, je me suis concentré sur la formalisation, c'est-à-dire la formalisation, c'est cette étape qui consiste à toute la documentation Mhm. nécessaire pour
avoir la fiche circuit, l'acte de naissance de votre entreprise, en fait. Ça, j'ai digitalisé cette procédure-là au niveau de la NPI. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire celui de la promotion du pays, la promotion des investissements, l'attractivité du Gabon, je me suis beaucoup plus concentré sur la formation des cadres de l'agence, les former à être des promoteurs du Gabon. Après la NPI, j'étais nommé commissaire général du Gabon à l'exposition universelle de Dubaï, Dubaï 2020 Mhm. qui avait été légèrement décalé à cause du Covid. Vous avez fait six Et mois sur place? plus de 6 mois, parce qu'en tant que commissaire général, on démarre déjà la préparation de l'expo un an avant. Vous avez les 6 mois et puis vous avez quelques mois pour boucler l'événement. Et là-bas, ça s'est très bien passé pour le Gabon, puisque nous avons eu un prix de la meilleure interprétation du thème de l'exposition dans la catégorie des pavillons qui étaient loués. Après l'Expo Dubaï, je suis revenu au Gabon et là, j'ai travaillé à Olam, où j'étais vice-président de Olam et j'étais euh, en charge du département des affaires corporatives, c'est-à-dire tous ces aspects de l'entreprise qui sont liés aux relations avec les parties prenantes, notamment le gouvernement, les autres entreprises, les syndicats et ainsi de suite. Depuis, je suis parti de l'âme et aujourd'hui, je suis consultant international en conseil, en stratégie et en organisation. Donc on peut dire que sur les 10 dernières années, vous avez été l'un des concepteurs des programmes d'investissement qui ont été mis en place au Gabon. Le président Ali Bongo vous a confié donc ce secteur prioritaire et stratégique. Comment vous vous retrouvez au palais présidentiel et qu'est-ce que vous avez pu faire des différentes expériences que vous avez pu avoir? Quelle a été votre plus-value? Qu'est-ce que vous avez apporté à ce domaine-là bien précis? Alors, mon arrivée au palais présidentiel, c'est une jolie petite histoire parce que avant tout ça, j'avais jamais fait de la politique de ma vie. J'avais aussi des appréhensions particulières sur la politique au Gabon, essentiellement. J'étais au cabinet Price, j'étais senior auditeur et j'ai été contacté justement par des membres du cabinet du président Ali Bongo. À cette époque, le président Ali voulait constituer une équipe restreinte au niveau de la présidence pour suivre au quotidien les dossiers urgents et les dossiers prioritaires. Donc, j'ai été contacté, j'ai échangé. Au terme de ces échanges, quelques mois plus tard, hein, après les échanges, donc j'ai été nommé au cabinet du président. Le fait que vous ayez justement eu en charge de tous ces secteurs prioritaires dont je parlais, donc par exemple la NPI, avant cela la zone économique de Coq, qui a été l'un des projets qui ont été mis en avant par le président Ali Bongo sur les deux septennats, le joyau un peu de la couronne, qu'est-ce que vous y avez fait? C'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. D'abord, au niveau du cabinet du président, effectivement, comme je disais, j'étais sur les dossiers projets d'investissement et des réformes publiques. Au niveau des projets d'investissement, j'ai suivi, avant d'ailleurs d'y être nommé, ça je ne savais pas, mais j'ai suivi le développement de la zone économique spéciale de Caen. Ça fait partie des projets que j'ai suivis de bout en bout. Donc, depuis l'étape du défraîchissement de la parcelle, la discussion avec des partenaires économiques, j'ai travaillé donc sur ce dossier-là. J'ai aussi suivi plusieurs projets au niveau de l'ANGT, l'Agence nationale des grands Des grands travaux, travaux. à l'époque, qui était comme une sorte de cabinet d'expertise pour centraliser les études, le déploiement de tous les projets d'infrastructure du pays, notamment les projets routiers et les projets Qui a été un échec aussi dans le... patent. Pardon? Qui a été un échec patent. Euh, Après, chacun il fait son analyse, mais l'ANGT effectivement a été confronté à beaucoup de difficultés en dehors de ces missions qui étaient très importantes, parce que lorsqu'on veut développer un grand projet d'investissement, il est important d'avoir une structure qui pilote ces projets et une structure expérimentée. L'ANGT au départ a été dirigée par des gens qui ont réalisé des grands projets dans d'autres pays, au Mhm. Canada, au Maroc, aux États-Unis, a aussi contribué à former beaucoup de Gabonais. Aujourd'hui, il y a des Gabonais qui sont à l'ANGT, qui ont commencé à l'ANGT, qui ont appris à l'ANGT et qui aujourd'hui sont capables de piloter des projets d'envergure. L'ANGT couvrait des projets sensibles comme les routes, donc les tronçons routiers, les projets dans le domaine de l'énergie aussi. Il y a eu plusieurs barrages qui avaient été lancés à cette époque-là. Koubara, Impératrice. Dibouamoubi, voilà, l'impératrice, les chutes de l'impératrice, donc Samba Magoti, effectivement, il y a eu beaucoup de projets dans ce sens-là.
Donc, c'est des dossiers que je suivais. Il y avait aussi les projets immobiliers qui étaient, par exemple, vous avez le projet de logement qui a été développé au niveau d'Abondje avec une entreprise turque à l'époque. Mhm, Ça fait partie des projets que j'ai suivis. La construction de trois centres de formation professionnelle, notamment celui qui est basé en Coque. Il y a un qui est à Tchégué, à Port-Gentil, et un autre à Franceville. Le réaménagement et la redéfinition du centre de santé à Lambaréné, mhm, le complexe Albert Schweitzer, vous avez l'hôpital et puis le musée, et puis quelques centres de recherche qui étaient par là, donc notamment le CERMEL. Le mhm. président avait décidé d'en faire un complexe où on pouvait faire et la recherche et la santé, et du tourisme aussi. Et donc, on avait développé tout un pôle de formation. Une copie un peu du Smurf qu'il y a à Franceville? J'ai jamais été aussi, mais c'est un peu aussi dans ce sens-là. Ok. Donc, si vous allez par exemple à l'hôpital Schweizer, vous allez voir, il y a tout un côté où il y a des bâtiments, des salles de classe, où il y a des chercheurs internationaux, hein, des étudiants internationaux qui viennent là. Côté de l'hôpital, le centre de recherche médicale, qui a beaucoup contribué lors de la pandémie de la COVID-19. Ce centre a beaucoup contribué dans la gestion de la crise Covid. Tout ça avait été réaménagé, donc repensé d'abord, réaménagé. Donc voilà un peu un certain nombre de projets que je pilotais lorsque j'étais au cabinet du président. Je me suis concentré sur la digitalisation Ok. aussi. Mais Monsieur Mtougou, on a comme l'impression que vous êtes un peu, enfin, ce n'est pas l'objet de notre entretien, mais il est important d'avoir à connaître nos invités et ce qu'ils ont pu faire dans leur carrière et l'impact que ça a pu avoir. On a comme l'impression que vous êtes la quintessence du cadre gabonais très bien formé, très pointu, que le président Ali Bongo a aimé avoir autour de lui, mais dont l'impact sur le terrain a été quasiment nul. Par exemple, la NGT, la NGTI, qui devait justement répondre à toutes ces grandes aspirations, ces grandes ambitions, mais qui au final a laissé énormément d'éléphants blancs. Les projets que vous avez cités, très peu sont aujourd'hui ont été livrés. Dans le processus, qu'est-ce qui bloquait pour que tout ceci ne soit pas très efficient? Aujourd'hui, vous n'êtes plus en activité, donc vous avez peut-être la possibilité d'avoir une parole un peu plus libre. C'est une question pertinente, hein. Je pense qu'il y a deux points cruciaux qui vont dans le sens de répondre à l'interrogation que vous avez soulevée. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Le premier point, c'est d'abord le système économique du Gabon, proprement dit. Et l'autre point, c'est la mise en œuvre. Le système économique gabonais est basé sur la rente pétrolière. Donc, les ressources de l'État dépendent des recettes pétrolières essentiellement et des autres matières premières. Or, ces recettes, le volume de ces recettes, si vous voulez, le montant de ces recettes, dépend des paramètres qui sont hors de contrôle de l'État gabonais, hors de contrôle du gouvernement gabonais. Les prix des matières premières sont fixés sur des marchés. Et d'ailleurs, dans le livre, je donne beaucoup d'exemples. Ces prix-là subissent la pression des enjeux politiques, économiques du monde entier. Lorsqu'il y a un conflit, il y a eu le conflit, par exemple, israélo-arabe Mhm. qui a déclenché la crise en 1985. Et le Gabon a contracté son premier choc pétrolier. Vous avez la crise des subprimes aux États-Unis qui a fait en sorte que le prix du baril chute de 110 dollars à 25 dollars. Là encore, ça n'a rien à voir avec le Gabon, mais c'était une politique américaine qui consistait à développer le secteur immobilier. Et il y a eu une crise dans le secteur immobilier et ça s'est propagé, cette crise s'est propagée jusqu'à toucher les matières premières et le Gabon s'est retrouvé dans la crise. Oui, quand il y a des chocs géopolitiques, on est obligé, donc, vu qu'on subit les contre-coups, de Voilà. sabrer dans l'investissement. Lorsqu'il y a des chocs géopolitiques, comme dit, le prix du baril fluctue. Et Hmm. lorsqu'il baisse, le Gabon a moins de recettes. Et lorsque le Gabon a moins de recettes, il est obligé de faire des arbitrages. Il y a des Mhm. projets qui s'arrêtent systématiquement. Et ça, c'est depuis les années 80, depuis le premier choc pétrolier. Les projets s'arrêtent systématiquement. L'aide sociale diminue. Il y a des grèves dans le pays et le pays est déstabilisé. Lorsque Ali Bongo arrive en 2009, le baril remontait déjà en 2008. Le prix du baril était déjà suffisamment élevé. Et je pense que c'est ça qui lui a permis de lancer ce vaste programme d'investissement. Mais en 2014, lorsque la crise entre l'Arabie saoudite et les États-Unis par rapport au pétrole de schiste, les États-Unis voulant devenir un acteur Majeur. plus qu'incontournable, Hmm. voilà, le prix du baril a chuté. Beaucoup de projets se sont arrêtés. Donc, ça, c'est le problème structurel de l'économie gabonaise. Tant qu'on ne règle pas ce problème, on ne pourra pas développer des projets d'investissement à long terme, entretenir une politique sociale à long terme stable.
Après, Monsieur Oui. Tougou, le contre-exemple, c'est ce qui peut se produire par exemple en Norvège ou dans les pays émiratis, qui eux aussi ont basé quasiment toute leur économie sur l'exploitation des richesses premières, mais qui ont su, un, avoir des bas de laine très importants, de faire des investissements stratégiques pour pouvoir justement se mettre un peu à l'abri, et ce qui fait que lorsqu'il y a des contre-coups à ingérer, digérer, ils sont plus apprêtés, plus outillés pour le faire. Ce que vous dites est vrai, mais c'est parce que vous avez un regard, faites un regard un peu plus long. Le Qatar a vécu ce que le Gabon a vécu là. Donc, ça veut dire qu'au départ, effectivement, le modèle rentier a causé des problèmes à ces pays-là. La Norvège, lorsqu'on parle du syndrome hollandais, il s'agit de la Norvège. La Hollande, pardon, mais qui est proche de la Norvège. Donc, c'est des pays similaires. Donc, quand on parle du syndrome hollandais, c'est la matérialisation du problème de la malédiction des matières premières, donc de l'économie de rente. Mais alors, mais qu'est-ce que ces pays-là ont fait? C'est-à-dire, ils ont serré la ceinture, ils se sont lancés dans des investissements qui ont permis de diversifier. Les gens, ils confondent souvent diversification, transformation. La diversification dans une économie de rente consiste à créer une autre source de revenus plus stable que les ressources provenant des matières premières. Dubaï, la part des matières premières dans le PIB de Dubaï n'est que de 12%. À l'époque, c'était 80%. Mais comment ça s'est passé, cette réduction? Ils ont utilisé la manne pétrolière pour développer le tourisme, pour développer une économie L'immobilier. digitale, voilà, l'immobilier, un secteur financier stable et attractif. Et aujourd'hui, le pétrole, quelles que soient les variations du prix du baril de pétrole, l'économie de Dubaï est stable. C'est la même chose en Norvège, c'est la même chose en Hollande. Ils ont développé une économie de production qui leur permet de compenser les soubresauts du volet des ressources naturelles. Le Botswana aussi s'est lancé dans cette démarche lorsqu'ils ont découvert les diamants. Les diamants, oui. Le Botswana, voilà, en 1900, dans les années 60, hein, en même temps que le pétrole au Gabon, hein, le Botswana s'est d'abord concentré sur le capital humain, l'éducation et la santé et les infrastructures. Aujourd'hui, le Botswana est en train de pousser la diversification de son économie. Utiliser la main des ressources naturelles, hein, la main divine pour développer des investissements dans les routes, la santé, l'éducation, oui, c'est une bonne chose, mais c'est instable. Il faudrait que ceux qui, à long terme, financent ces volets de l'économie soient d'une économie productive, soit des ressources plus stables que les ressources minières ou pétrolières. C'est un problème endémique. Il faut sortir de ça. On ne va pas réinventer la roue. Tous les Mhm. pays qui aujourd'hui, qui étaient rentiers, sont aujourd'hui prospères, ils ont dû effectuer ce mouvement stratégique, donc de sortir de la dépendance des matières premières. Or, le Gabon a du mal à sortir de cette situation-là. Le Gabon donne l'impression de s'enorgueillir, prendre plaisir à compter sur les recettes pétrolières. Oui, le pays est riche, on a encore découvert ceci, cela, là on vient de découvrir le fer, ça va faire beaucoup d'argent. Sauf que lorsque les prix de ces matières premières chutent, c'est les grèves, c'est la dure dans le pays. Donc il faut diversifier très rapidement l'économie. La diversification sur le plan purement politique et administratif, ça c'est un autre volet. C'est ce qui m'amène au deuxième point par rapport à votre question. D'abord, le modèle économique qui n'est pas bon, qui n'est plus adapté. L'autre volet, c'est la mise en œuvre. Il y a eu un problème dans la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent, la capacité à mettre en œuvre ce projet-là. Cela, ça tient des enjeux politiques, sociaux et culturels du pays. Vous avez parlé de l'ANGT. Le problème n'était pas l'ANGT en soi, parce que les équivalents de l'ANGT, ça existe, hein, dans beaucoup de pays. Par exemple, à Dubaï, qu'on vient de citer, EMAR. EMAR, c'est l'équivalent de l'ANGT. La Côte d'Ivoire, le Bénin. Voilà, c'est un organisme de l'État qui supervise les projets, qui fait le suivi des projets et qui donc pense même le développement du pays dans son ensemble. Mais le problème, c'est que vous avez d'une part l'ANGT et vous avez encore le ministère des Travaux publics de l'autre côté. Ça donne lieu à une confusion, en fait. Et moi, je pense que ça, c'était vraiment le principal problème de l'ANGT, le fait d'avoir l'ANGT et le ministère des TP en même temps. Donc, il y a un problème de leadership qui s'oppose. Après, ça se joue sur les enjeux politiques. Dans votre livre, vous dites justement que il va falloir impérativement sortir de ce système où on exploite les ressources naturelles, qu'on exporte à vil prix pour ensuite racheter des biens importés qui sont très souvent basés sur ces mêmes ressources naturelles. Comment expliquer que depuis les indépendances, justement, beaucoup de ces pays n'aient pas su concevoir un tout autre modèle? C'est des choix politiques.
Ça dépend des leaders. Si le leadership prend plaisir à ce système, à ce modèle, il le fera. Si le leadership pense qu'il faut changer la donne, il le fera et il mettra les moyens pour le faire. C'est une question de leadership. Le choix d'un modèle économique est une question de volonté politique du leader. Vous avez vu le New Deal aux États-Unis avec Franklin Delano Roosevelt. Les États-Unis étaient foncièrement un pays foncièrement libéral. Personne ne pouvait imaginer que l'État puisse prendre une telle ampleur dans l'économie du pays. Mais la situation était telle que le marché, donc le jeu de confrontation entre l'offre et la demande, donc la libéralisation, les entreprises ne pouvaient pas s'en sortir. La crise avait frappé très fort que le secteur privé tout seul ne pouvait pas relever l'économie. Et donc Roosevelt, il a challengé ses idées, les idées du moment. Il a décidé de donner plus d'impact, plus de poids à l'État. Et donc, il a créé cette politique du New Deal, l'État-providence, où l'État se lance maintenant dans la réalisation des routes, des hôpitaux, des écoles. L'État produit certains biens, et ainsi de suite. Et ça a permis aux États-Unis de sortir de la crise et de connaître les 30 glorieuses. C'est une question de leadership. C'est des choix stratégiques qu'il faut faire. C'est des choix difficiles parfois. Non seulement on n'arrive pas à changer de modèle, mais surtout on se complaît un peu d'une croissance qui semble forte. Par exemple, vous parlez de croissance appauvrissante. Pouvez-vous d'ailleurs même étayer ce concept? La croissance appauvrissante, ça vient d'abord d'une croissance virtuelle en réalité. Donc, sur le plan purement économique, comment on calcule la croissance? On fait la somme des valeurs ajoutées. Ce que les entreprises ont produit, l'État aussi produit une sorte de valeur ajoutée. Et donc, vous avez la valeur ajoutée. Donc, vous pouvez aussi la mesurer en termes du volume d'investissement, tout ce qui a été consommé dans le pays, toutes les dépenses de l'État, et ainsi de suite. Et le côté des échanges entre le pays et l'extérieur. Donc, la balance commerciale. Vous avez la différence entre le total des exportations et le total des importations. Si ce solde est positif, cela signifie que le pays produit beaucoup, qu'il vend à l'étranger et importe moins de l'étranger. Dans ce cas, ça augmente la croissance. Donc, si vous prenez cette équation-là, vous allez remarquer que ce qui crée la croissance au Gabon, c'est le solde de la balance courante. Pourquoi? Parce qu'il s'agit tout simplement des exportations de pétrole et des autres matières premières. Donc, ce n'est pas une croissance qui a été créée par l'emploi. On a employé beaucoup de Gabonais qui ont travaillé, on a créé beaucoup d'entreprises qui ont produit. Non, ce n'est pas une croissance comme par exemple la croissance aux États-Unis, en France, où il s'agit là des entreprises qui ont investi leur argent et ont créé de la valeur ajoutée. Là, il s'agit tout simplement des ventes de pétrole. Le prix du baril a grimpé par la grâce de Dieu par rapport aux enjeux géopolitiques. Et le Gabon a poussé dans ses puits et exporté beaucoup de pétrole. Et ça fait que la croissance augmente. Donc le PIB augmente, la richesse du pays augmente. Mais c'est une croissance virtuelle parce que, comme je le disais, ce n'est pas une croissance qui est basée sur la production réelle. Et c'est une croissance appauvrissante. Pourquoi? Parce qu'une fois cet argent-là rentre dans les caisses de l'État, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le problème de la rente. La rente, c'est de l'argent qui appartient à tout le monde. Comme Jean-Baptiste, le grand économiste Jean-Baptiste qui a parlé de la loi de l'offre et de la demande, disait que lorsque les biens appartiennent à tout le monde, en fait, ça n'appartient à personne. Donc ça, là, c'est l'argent de tous les Gabonais. Mais tous les Gabonais ne sont pas assis au trésor public pour partager cet argent. Ce sont les leaders qui partagent. Ceux qui gouvernent le pays, ce sont eux qui partagent cet argent. Or, la répartition aussi, c'est une équation essentielle dans le développement d'un pays. Comment répartir la richesse du pays? Vous conviendrez avec moi que si tout de suite, avec vos frères à la maison, vous êtes assis et puis un oncle arrive et puis il dépose un super gâteau que tout le monde rêvait de manger, ça va être compliqué de faire le partage. Vous allez commencer à se dire, mais c'est qui le plus grand? Ah non, c'est moi le grand, donc c'est moi qui dois décider. Ah non, tu as toujours trop décidé. Non, tu n'es pas là, ceci, cela, et ainsi de suite. Or, si c'est vous, SW, qui a produit ce gâteau et l'amène à la maison, vous avez la liberté de décider de partager le gâteau. Et là, vous allez faire une répartition basée sur votre façon de voir le monde, votre vision, votre amour pour les uns, pour les autres, dans la famille. C'est ça le problème de la rente. C'est ça le vrai problème. Donc, la croissance basée sur les revenus pétroliers, c'est une
croissance virtuelle, ce n'est pas une croissance réelle. Et donc, au-delà de ça, il va être impératif qu'il y ait une vraie création de richesse sur place, qu'on s'industrialise, qu'on fasse en sorte qu'il y ait la capacité d'être autonome. Comment peut-on le faire avec un marché d'à peine 2 millions d'habitants? Encore si il y avait une vraie intégration régionale où l'ensemble du marché régional pouvait être un peu comme ce qu'on peut voir en Afrique de l'Ouest, on pouvait avoir des vrais échanges, ça permettrait de miser sur l'innovation, de faire en sorte d'être en capacité d'aller grappiller des parts de marché à la fois à l'international, mais là, en l'état actuel des choses, comment peut-on faire? Ça, c'est une question que j'ai souvent croisée dans différents échanges. Les gens ont tendance à croire que la taille du marché est un problème. On vient de parler de Dubaï. Lorsque Dubaï, ou bien même du Qatar, hein, c'est 300 000 habitants. Hein. Les Dubaïotes sont 300 000. Les Qataris, autant pour moi, sont 300 000. Les Dubaïotes, c'est pas loin de ça. C'est plus ou moins la même population. Et quand on tient compte maintenant de tous ceux qui vivent au quotidien dans le pays, c'est à peu près 3 millions. C'est Mais pas eux, ils ont différent du su Gabon. se rendre attractifs pour que le monde limite vienne consommer chez eux. Raison pour laquelle on peut s'inspirer de leur modèle. Au Gabon, on a le tourisme. On a un pays qui a un potentiel touristique énorme. Rien qu'avec le tourisme, vous pouvez faire venir au Gabon chaque année 15 millions de personnes. C'est ce que Dubaï fait. Dubaï fait venir 22 millions de personnes chaque année dans le même pays. C'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, c'est 20 millions de personnes qui passent. Ce pas les mêmes personnes, mais c'est 20 millions. Ça fait 20 millions. Donc, il y a un potentiel touristique énorme dans le pays. Au niveau de l'agriculture, le Gabon possède un nombre incalculable de terres arables. Donc, c'est-à-dire des terres qui peuvent permettre un développement florissant de l'agriculture. Et on peut vendre, on peut développer ces terres et vendre aux pays voisins, et même au-delà des frontières de l'Afrique. Le Gabon a un potentiel énorme en ce qui concerne sa jeunesse. Le Gabon a 60% de la population gabonaise est jeune. Et aujourd'hui, ce sont les nouvelles technologies qui ont le vent en poupe. Ce sont elles qui rapportent beaucoup plus d'argent dans les pays développés, qui tirent la croissance, les nouvelles technologies. Mais les nouvelles technologies sont souvent portées par les populations jeunes, par la jeunesse, parce qu'eux, ils vivent ça au quotidien. Et donc, on peut investir justement aussi dans ce domaine, dans notre pays. Le Gabon a un potentiel énorme. Il suffit de mettre l'argent là où il faut, en s'inspirant des modèles qui ont réussi, qu'on vient de citer. On ne va pas aller trop loin, on va juste citer Dubaï, on va citer le Qatar. Le La Rwanda. Corée du Sud n'avait rien. Bon, encore que la Corée du Sud, c'est différent du Gabon parce que la Corée du Sud a une grande population, mais n'avait pas assez de ressources. Et donc, il s'est investi sur la population pour développer les ressources. Donc, c'est ça la vraie question. Le pays a un potentiel énorme, énorme. Regardez par exemple en ce qui concerne l'énergie. Le potentiel énergétique du Gabon est de 6 000 mégawatts. Aujourd'hui, on tourne autour de 740 mégawatts. Le pays, pour bien tourner à plein temps, a besoin de 1 200 mégawatts. Qu'est-ce qu'on fait entre d'abord, une fois on a atteint 1 200, comment on fait pour partir de 1 200 à 6 000? Comment utiliser ce delta de potentiel? On peut le vendre, mais aujourd'hui, on achète à côté parce qu'on n'a pas suffisamment investi. Mais on a un potentiel énorme pour vendre dans toute la sous-région et peut-être même plus loin parce qu'il s'agit tout simplement de transport, d'énergie. Donc le potentiel est là. C'est pas la taille. La taille n'est pas un frein. Au contraire, c'est une bonne chose parce que ça laisse une géographie encore plus importante à développer. Le Gabon, c'est 80% du pays et du territoire est couvert de forêts. Donc, ça veut dire que les hommes et les entreprises et tout le reste utilisent 20%. Le Gabon est plus grand que la Grande-Bretagne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas se disputer les terrains au Gabon, c'est pas possible. Nous ne sommes que 2,3 millions avec 80% du territoire inoccupé. Donc, c'est là, le pays a du potentiel, le pays est riche, mais il faut exploiter ce potentiel. Il faut une vision justement qui aille dans la transformation du modèle économique de notre pays. Et il va falloir cesser aussi avec cette excellence d'avoir à créer de nouvelles taxes qui entravent le pouvoir d'achat, l'investissement et l'attractivité du pays. D'ailleurs, que Le pensez-vous de la problème, contribution foncière unique? la contribution foncière unique, comme vous l'avez dit d'ailleurs, c'est pareil, hein, c'est des nouvelles taxes. Mais il faut comprendre pourquoi justement il y a trop de taxes. Parce qu'on veut rester dans le modèle rentier. Une taxe est une rente. Celui qui impose la taxe est assis tranquillement et attend justement que
le contribuable vient payer. Donc la taxe est une rente à la base. Et au Gabon, il y a une prolifération justement des taxes. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans un modèle rentier. Si on était dans un modèle productif, on aurait moins de taxes parce que les taxes empêcheraient les entreprises de réaliser des bénéfices importants. Or, une entreprise qui réalise des bénéfices importants a le potentiel d'embaucher davantage et donc d'accroître même ses investissements, donc créer des emplois. Regardez par exemple les droits de douane. Depuis des années, le Gabon ne fabrique pas de véhicules. Tel que le pays est actuellement, si on fait une analyse stratégique, force, faiblesse, opportunité, faiblesse, le pays ne peut pas s'investir maintenant sur les 15 prochaines années, fabriquer des véhicules dans les 15 années qui arrivent. Ce n'est pas possible. Mais alors, pourquoi on a des droits de douane aussi exorbitants sur les véhicules? Vous allez à Dubaï acheter un véhicule à 4 millions, ça arrive au pays à 13 millions. Pourquoi? Pourquoi rendre la vie aussi chère aux citoyens alors que c'est un bien qu'on ne va pas produire dans les prochaines années? Ce pouvoir d'achat-là qui se perd dans les droits de douane, il peut être orienté dans la consommation locale. Une augmentation de la consommation locale va entraîner une nécessité de produire. Or, vous êtes obligé de prendre, si vous achetez à 3 à 4 millions, vous le faites venir ici, ça vous coûte au total 14 millions. Ça fait quoi? 10 millions. Voilà 10 millions que vous donnez à l'État et après, on ne sait pas ce que l'État en fait en réalité. Or, si l'État pouvait prendre 2 millions et les autres 8 millions, ça reste votre pouvoir d'achat. Votre pouvoir d'achat. Donc, de pouvoir libérer le pouvoir d'achat des Gabonais, il faut réduire toute cette prolifération des taxes qui, au finish, n'est même pas orientée vers l'amélioration des conditions de vie. Donc, les droits de douane, il y a des droits de douane qui n'ont pas beaucoup de sens. Vous avez d'autres taxes, les taxes des déchets, sur les déchets que nous payons via EDAN, la facture de courant. Il y a toujours les déchets dans la ville. On n'a toujours pas exploité la décharge de Mindoubé, qui a un riche potentiel économique et financier si on transforme cette décharge. Donc, c'est le modèle rentier, en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque le prix du baril baisse, les recettes de l'État diminuent et pour compenser ces recettes, on crée d'autres taxes, de nouvelles taxes, où on augmente les droits de douane pour compenser le déficit de rente. C'est le modèle rentier. Ça, ce sont les conséquences du modèle rentier. Voilà pourquoi il faut sortir de ce modèle. Mais l'autre instrument qui nuit à l'économie gabonaise, vous indiquez que c'est le franc CFA. Oui, je vais parler du franc CFA. C'est vrai, je ne me suis pas vraiment appesanti sur la question dans le livre parce que je voulais d'abord me concentrer sur l'économie réelle. L'autre raison, c'est que le franc CFA, aujourd'hui, c'est une monnaie commune. Donc, c'est une monnaie qui ne dépend pas du Gabon tout seul, mais qui dépend de l'ensemble des pays de la CEMAC, de la sous-région. Donc, les politiques monétaires sont décidées en groupe et non de façon individuelle par pays. Donc, du coup, l'État gabonais n'a pas une marge de manœuvre considérable en ce qui concerne cette monnaie-là. Mais d'autre part, le franc CFA a été conçu, ça j'en parle dans le livre, le franc CFA a été pensé pour les matières premières. Pourquoi? Parce que lorsque on décolonise, on rentre dans la phase de la décolonisation, et la décolonisation, c'est un phénomène politique, donc ça s'exige que le colon quitte le territoire occupé. Alors, le colon quitte physiquement le territoire occupé, mais sur le plan politique, il garde des ramifications, notamment la monnaie. Pourquoi la monnaie? Parce qu'avant, le franc CFA, c'était le franc français hein, qu'on utilisait. Donc, c'était la monnaie de la France. Pourquoi? Parce que le colon, dans son modèle, qui est d'ailleurs le modèle rentier, le modèle rentier est arrivé au Gabon dans les valises des colons, donc, qui consistait donc à puiser les matières premières et les transformer dans le pays colonisateur. Donc, on va dire la France et l'Europe en général. Mais lorsque vous arrivez à la décolonisation, ces produits sont considérés comme les biens de l'ancienne colonie. Donc là, il faut acheter maintenant ces matières premières, il faut les acheter à l'ancienne colonie. Mais on achète avec une monnaie. Et il fallait une monnaie qui permette de contrôler les variations de change. Donc, une monnaie qui ne fluctue pas, qui soit stable Fixe. pour, voilà, pour éviter la variation du prix des matières premières pour que ces matières premières soient vendues de l'ancienne colonie à l'ancien colon à un prix qui arrange l'ancien colon.
Donc, le franc CFA a été créé pour ça. Et d'ailleurs, dans les mécanismes de fonctionnement du franc CFA, la dévaluation de 1994, c'est une décision qui a été prise Pour que les sans matières premières soient moins chères. voilà, et prise sans trop l'avis des pays de la sous-région. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, sur le phénomène purement économique, le franc CFA, la manière dont il est structuré, encourage une surévaluation de cette monnaie elle-même. Je m'explique. Le Gabon vend plus à l'étranger, parce que quand on parle de monnaie, on parle des échanges entre pays. Le Gabon vend plus de produits à l'étranger, mais des matières premières. Le fait de vendre ces matières premières, d'ailleurs qui sont vendues en dollars, pas en francs CFA, donc ça crée déjà un problème au niveau des changes. Ça veut dire il faut justement faire les calculs de conversion avec les monnaies étrangères. Donc je ne vais pas rentrer dans cet aspect-là. Ce que je veux illustrer tout simplement, le fait de vendre beaucoup plus que nous ne produisons des biens réels localement, donc une politique industrielle, fait que le franc CFA se surévalue. Donc, ceux qui achètent le pétrole à l'étranger font en sorte que le franc CFA se surévalue. C'est quoi l'impact de cette surévaluation? Si maintenant le Gabon décide de vendre, de fabriquer, je prends un exemple simple, hein, de fabriquer des bouteilles plastiques et les vendre à l'étranger, ces bouteilles plastiques vont coûter plus cher à l'étranger à cause de l'effet monétaire induit par l'exportation des matières premières. Pourquoi vous allez vendre une bouteille plastique, par Hors exemple de en prix, France, qui il y a va un problème de coûter, compétitivité. voilà exactement, de compétitivité pays, qui va coûter 15 euros en France, alors qu'en France, on vend déjà des bouteilles qui coûtent 8 euros, 5 euros ou 3 euros. Vous n'allez rien. Donc, c'est inutile de fabriquer donc, des produits transformés puisque votre monnaie est surévaluée. Ça, c'est le problème que cause le franc CFA. Ce problème est lié aussi à la rente. Du coup, le franc CFA, ce n'est pas une monnaie qui encourage le développement, mais c'est une monnaie qui favorise plutôt la commercialisation des matières premières. Vous rappelez par exemple la nécessité d'avoir à déposer 50% de nos réserves de change pour garantir la convertibilité par exemple du CFA et de l'euro. Ça entrave la marge de manœuvre de ces économies à pouvoir vraiment être dynamiques. On est d'accord. En effet, Mais quand on sait par exemple la capacité de nos dirigeants à être de très mauvais gestionnaires, est-ce que c'est pas problème entre la peste et le choléra d'avoir à se dire soit on est soumis et on continue par exemple à respecter certaines règles édictées par la France, soit on est libre, mais au final, on va se retrouver à aller acheter des baguettes de pain avec des brouettes d'argent, un peu comme au Zimbabwe ou au Zaïre. Comment on fait pour avoir, par exemple, le juste milieu? moi je dirais pas choisir entre la peste et le choléra. Il y a une troisième option, peut-être le palu. Je dis ça pour rigoler. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que il faut qu'on se concentre d'abord sur l'économie intérieure, donc l'économie aérienne. C'est vrai que le compte d'opération, donc la clause du compte d'opération dans les accords monétaires entre la CEMAC, les pays de la zone franc et la France, pose problème parce qu'il s'agit de votre argent. Par exemple, lorsqu'on a développé la zone économique spéciale de Coque, là, en plus du pétrole, c'est du bois transformé qu'on vend. Ce bois, il est vendu pas forcément en dollars, parce que le dollar, le pétrole et le dollar, c'est des clauses géopolitiques qui ont été fixées depuis les accords de Bretton Woods. Que le pétrole doit se vendre en dollars. Mais les autres produits ne sont pas forcément vendus en dollars. Donc, quand le Gabon développe une zone économique spéciale de coque et vend beaucoup de bois à l'étranger, il devient le deuxième exportateur de plaquage, ainsi de suite, de la sous-région. C'est important. C'est beaucoup d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Mais par rapport au compte d'opération, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque nous vendons ce bois-là, nos acheteurs sont peut-être des dollars, des euros, ou des yens ou des yuan. Ces devises, si on vous enlève 50% de ces devises, c'est quand même un problème. Sur quelle base on va vous enlever 50% de votre argent? Donc, c'est pour ça que je dis, oui, le compte d'opération, c'est un problème. Et c'est un problème qui doit être résolu politiquement parce que la monnaie est une question purement politique. Mais qu'à cela ne tienne, nous pouvons déjà commencer à diversifier notre économie, donc à développer une production locale sans impact très fort, je dirais, du franc CFA. C'est vrai que l'importation des équipements pour la production locale va entraîner justement un impact sur le volume de monnaie, donc le stock de monnaie, donc les réserves de change, effectivement. Mais le fait de développer déjà une économie locale va créer
une réduction légère de la dépendance au franc CFA et permettre déjà un véritable essor. Vous pouvez déjà commencer à développer, par exemple, les plantations d'ananas à Medouneux, la banane, je sais pas, en Dendé ou le manioc ou les tomates et ainsi de suite. Ça se fait au Gabon, c'est consommé au Gabon par les Gabonais sans effet de change. Un peu comme ce que Et fait la Côte d'Ivoire, qui elle voilà, par aussi exemple. a par exemple une agriculture très diversifiée, qui commence à faire aussi un peu d'industrie. Ça permet de diversifier et puis d'avoir une production de richesse qui permet d'être efficiente et de corriger un peu Exactement. la dépendance. Et être loin, un peu loin de la dépendance monétaire. Parce que là, il n'y a plus de problème de fluctuation d'échange qui se pose. Le produit est produit localement, il est consommé localement, sur place. Et sa production ne fait que se développer. Elle crée de l'emploi, des meilleures conditions de vie, donc un bien-être général. Ça aussi, ça peut être fait. En tant qu'économiste, comment voyez-vous par exemple la mutation qui va devoir se faire, donc l'abandon par exemple du CFA et la création d'une nouvelle monnaie? Il serait préférable qu'elle soit toujours communautaire, avec une banque centrale qui soit peut-être très importante. Si on vous posait la question à vous, Monsieur Ntougou, quelle est votre conception de la chose? Je pense que la question monétaire, c'est vrai qu'elle suscite beaucoup de débats, d'encre et de salive. C'est parce qu'elle est politique. C'est parce que la monnaie est d'abord une décision politique, c'est un phénomène politique. Et nos pays sont connus pour être, j'ai même envie de dire, embrigadés dans la politique. On fait la politique du matin au soir. Mais pour les pays de la sous-région, déjà, je suis d'accord avec vous, moi aussi je le pense, qu'il faut mutualiser les efforts. C'est-à-dire que si les pays de la sous-région se mettent ensemble pour développer des projets communs, ça peut accélérer le développement des pays individuellement, la sous-région. Par exemple, en ce qui concerne l'énergie, le temps qu'un pays mette en place un stock suffisant d'énergie pour soutenir son activité économique, il peut acheter dans un pays voisin, par exemple. On n'est pas obligé de produire toute la quantité d'énergie dont on a besoin nous-mêmes. Si c'est moins cher de le produire ailleurs et l'acheter et revenir toujours moins cher, ce serait une bonne chose. Mais pour ça, il faut une entente dans la sous-région. C'est pareil pour le développement des infrastructures. Moi, j'ai toujours constaté, par exemple, pourquoi, quand on regarde la Champions League, les stades sont toujours bondés de monde. Pourquoi? D'abord parce qu'ils aiment le football, le prix des tickets est accessible, mais surtout parce que c'est facile de partir de Paris à Munich en voiture. C'est facile de partir de Lisbonne à Madrid en voiture. Ça se fait facilement. Donc, si vous imaginez la CAN, une CAN peut se jouer en même temps au Gabon, au Cameroun et en Guinée équatoriale, être bondée de monde s'il y avait les infrastructures routières. Parce que le Cameroun n'est pas très loin, c'est quasiment 100 km de Libreville. Mais sauf que ces 600 km, vous les faites en 10 heures, en 12 heures. Or, si vous pouvez les faire en 4 heures, ça créerait une abondance de la circulation et ça favoriserait les échanges entre les pays. Donc moi, je pense qu'effectivement, l'effort commun doit être fait. Les pays doivent mutualiser leurs efforts pour développer les grands projets d'investissement, les projets structurants comme les routes, comme l'énergie, peut-être même l'eau, travailler ensemble pour que la sous-région, je parle d'abord de la sous-région, se développe. Mais la SADC en Afrique, dans la zone de Austral? l'Afrique centrale, l'Afrique australe, pardon, donc l'Afrique du Sud et puis tous les autres pays, la SADC, c'est une régionalisation qui marche. Je pense qu'il faut le faire aussi et ça va permettre de mieux aborder la question monétaire avec un poids de décision, avec des éléments concrets pour agir sur la monnaie parce que l'économie réelle influence beaucoup la monnaie. Et d'ailleurs, les présidents de la sous-région d'Afrique centrale ont très souvent été dans l'incapacité d'avoir à impulser cette intégration régionale. Il y a par exemple beaucoup de difficultés de passer d'un pays à un autre, ce qui n'est pas le cas en Afrique de l'Ouest ou effectivement dans la SADC, ce qui fait que c'est un peu une entrave même à la création de richesses et à l'échange de richesses. En réalité, c'est un problème politique parce que c'est la politique qui gouverne la vision. C'est la politique qui donne le cap vers lequel on veut partir. Ça, c'est un problème politique qui date depuis la période de la colonisation, des indépendances, et ainsi de suite. Je pense que nos pays sont restés enfermés dans ce modèle de leadership qui d'ailleurs est alimenté par l'économie de rente. C'est effectivement, c'est la rente qui alimente la politique. Et Moi surtout aussi, je comprends. la crainte d'avoir des déplacements de population qui soient trop importantes. Restez chez vous, ne venez pas piquer dans l'assiette des miens. On a déjà du mal ici, donc j'ai l'impression que c'est un peu cette conception des choses aussi. Vous avez même les termes appropriés. Ne venez pas ici pour piquer dans l'assiette parce qu'effectivement, il s'agit d'une assiette. La rente tombe dans une assiette et après, ça se partage. C'est ça le problème, effectivement.
De ce qu'on comprend, et c'est pour ça que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire votre livre, il va falloir justement qu'on fasse un tournant libéral qui soit assumé. Sans quoi, malheureusement, il va y avoir un espèce de surplace qui va peut-être faire en sorte qu'on prenne encore d'autant plus de retard. C'est ce que moi je dis, le statu quo ne durera pas. C'est un des chapitres dans le livre. J'explique que oui, on est content de la rente, ça arrange certains, ils ne veulent pas changer de modèle, ils ont une tendance à vouloir entretenir, mais en réalité, non, c'est ça le véritable problème, qu'il faut changer de modèle. Regardez un pays comme l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite fait 30 millions de barils jour. C'est comme si on disait que en Arabie Saoudite, vous prenez la pelle, vous creusez et puis le pétrole va sortir. 30 millions de barils jour. Le Gabon fait 200 000 barils. L'Arabie Saoudite fait 30 millions. Mais l'Arabie Saoudite a déjà commencé à diversifier son économie. L'Arabie Saoudite a déjà À marche commencé à forcée. investir voilà, dans les énergies renouvelables, dans les investissements financiers. L'Arabie Saoudite a commencé. Donc, ceux qui sont les vrais producteurs, les gros bénéficiaires d'Europe, ils ont déjà commencé à changer le modèle. Mais pourquoi nous, on veut rester enfermés dans ce système? C'est un vrai problème. Quand vous faites, par exemple, en ce qui concerne le pétrole essentiellement, vous faites une petite analyse. J'ai essayé de faire un calcul dans mon livre en me basant sur les données que je collectais sur des sites internationaux et même gabonais concernant les informations sur les réserves de pétrole du pays. En gros, il reste 50 ans. Si on ne trouve pas un nouveau puits pétrolier, il reste 50 ans de manne pétrolière. Si ce n'est peut-être même moins, parce que là où le monde est en train de faire une transition des Géopolitique, énergies, la transition énergétique, ouais. donc il va y avoir moins de gens qui voudront encore acheter du pétrole et donc il est nécessaire, urgent, d'avoir à nous à réfléchir à l'après, faire même en sorte qu'elle commence déjà à se réaliser sur le terrain dès maintenant. Tous les pays puissants se sont déjà lancés dans une transition énergétique. Je les cite même dans le livre. La Chine est en tête. Or, la Chine, c'est le plus grand consommateur de matières premières. L'Arabie Saoudite a commencé. Les Émirats Arabes Unis, ils ont déjà lancé. Les États-Unis, ils sont déjà loin dans ce domaine. Ça veut dire que le pétrole va perdre, petit à petit, il va perdre son attrait. Donc, non seulement nous, on est confronté à une baisse tendancielle des réserves pétrolières, mais le monde, le pétrole lui-même, il est confronté à une baisse tendancielle de son attrait. Et aujourd'hui, en ce qui se concerne, par exemple, la géopolitique mondiale, les rapports qu'il y a entre les États-Unis, l'Europe et la guerre, le conflit russo-ukrainien, il y a de fortes chances que le prix du baril baisse dans les années qui suivent. Les Gabonais sont habitués à un baril à 100, 110 dollars. On a vu lorsque le baril a chuté à 40 dollars ou est descendu à 28, c'était difficile dans le pays. Les projets se sont arrêtés. Dès que le prix du baril chute, les projets s'arrêtent, hein. Si avec l'évolution du conflit russo-ukrainien, on arrive à une baisse du prix du baril, il faut s'attendre à ce que les recettes pétrolières du Gabon chutent, donc les recettes budgétaires du pays chutent. Le problème du remboursement de la dette va remonter en surface parce que le service de la dette est important. Ce problème va remonter en surface. Le financement des politiques sociales va remonter en surface. Il est urgent, en fait, qu'on sorte de l'économie de rente. Il ne faut pas croire que le statu quo, c'est une bonne chose. Il faut justement qu'on sorte de ce monde. Et l'autre enjeu de souveraineté qu'il va y avoir aussi, c'est que les populations sur place épargnent un peu plus pour pouvoir justement, là aussi, être en capacité de financer notre économie et de manière locale. Effectivement, lorsqu'on parle de leadership, se démontre aussi par les actes. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Une des preuves palpables, un des actes concrets qui montrerait une démarcation du système rentier serait l'encouragement d'une épargne locale. Parce que aujourd'hui, pour financer des projets structurants du pays, on s'endette à l'étranger, donc à l'extérieur. Les financements viennent de l'extérieur. Banque mondiale, FMI, et puis d'autres banques qui prêtent aux États. Et donc là, vous avez des problèmes au niveau de la variation du change. C'est-à-dire que si vous empruntez en dollars et vous faites le taux de change dollar, franc CFA, le jour où donc la valeur du dollar monte, ça peut renchérir vos dettes. Donc si j'empruntais à 100 dollars, ma dette était de 100 dollars. Si le prix du dollar augmente, c'est-à-dire que le dollar vaut maintenant 110, ma dette va coûter 110. En euros, c'est stable parce que l'euro et le franc CFA sont fixés. Mais avec le dollar, c'est pas la même chose. Donc, quand on emprunte dans une monnaie qui fluctue, ça fait que la dette fluctue aussi. Et l'homme envisage toujours le pire. Donc, la fluctuation à la hausse, elle est dangereuse pour le pays. Or, si l'État empruntait sur place, donc l'épargne locale
l'argent des Gabonais dans les banques gabonaises au Gabon, il n'y a pas de problème de variation du taux de change. Deux, l'interlocuteur, il est là, vous le voyez au quotidien, vous pouvez discuter facilement dans le même langage, connaissant les mêmes réalités, donc vous pouvez plus facilement négocier les taux, les montants, les projets, et ainsi de suite. Le développement d'une épargne locale est essentiel. Mais pour ça, il faut lutter contre la corruption. Mhm. Il faut instaurer une justice impartiale. Si moi, je prête mon argent à l'État, je veux que l'État l'utilise La de bonne escient. manière sincère, respectant justement les lois et règlements en vigueur dans le pays. Il ne faut pas que l'État se lève un bon matin pour dire que bon, moi, je suis président, j'ai décidé que. Hmm. Moi, je suis ministre de l'économie, j'ai décidé que dès que vous prêtez l'argent à l'État, et puis tout de suite, on voit que l'État vient de faire une nouvelle dotation de 50 VX. Hmm. Donc la corruption, la bonne gouvernance, la justice, c'est ça qui va permettre de développer une épargne locale capable de soutenir des projets. Et donc là, vous aurez deux sources de financement. Une source extérieure, moins importante, et une Mhm. source intérieure, plus importante et plus stable. Dans le livre, j'ai essayé de faire un peu des recherches, discuter aussi avec les opérateurs économiques, et ainsi de suite. L'épargne locale serait autour de 1600 milliards de francs CFA, le volume total d'épargne locale. Déjà, il y a un effort à faire sur le plan statistique. Il faut qu'on connaisse exactement quel est le Mhm. volume de l'épargne locale. Ça, l'État doit faire ce travail-là. C'est C'est important indispensable. parce que effectivement le gros problème c'est ce manque de data. Exactement. Le Nigeria, si ma mémoire est bonne, a 28 000 milliards de francs CFA, équivalent francs CFA, épargne locale. C'est le jour et la nuit. Le Gabon, l'épargne qui est officielle, formelle, c'est 600 milliards. Les 1000 milliards, c'est l'épargne informelle qui circule tous les jours, dont l'État n'a aucune vue, aucun aperçu et aucun contrôle. Lorsque vous prenez le budget d'investissement du Gabon, depuis un certain nombre d'années, il dépasse difficilement 300 milliards de francs CFA sur 4 000 milliards le budget global. C'est très bas. Il faut rembourser la dette et il faut entretenir le train de vie de l'État. Oui, Donc les les salaires dépenses des de fonctionnement. fonctionnaires Hmm. et le fonctionnement, ainsi de suite. Et le service de la dette qui est quasiment égal au fonctionnement de l'État, les salaires et tout ça. C'est autour de 1600 milliards. 1600, 1600, 1800 milliards. Avec 300 milliards, vous ne pouvez rien. Si vous avez 1600 milliards, chaque année, qui peut vous permettre encore de lever d'autres fonds grâce Mhm. à cette épargne locale, donc vous pouvez même lever le double si vous êtes crédible. Ça fait énormément de financement chaque année pour réaliser les investissements structurants du pays. Dans le Les pays a routes, besoin. l'énergie, Mhm. l'eau, l'éducation et la santé. Mhm. C'est important de développer l'épargne locale. Et c'est ça qui sera un véritable pas de démarcation de l'économie de rente. Nous sommes en période électorale. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de passer en revue les différents projets de société qui ont été rendus publics, surtout sur l'aspect économique des propositions qui sont faites. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à nous en dire. Bon, moi, j'ai fait un regard purement économique d'économiste, hein. Les piliers économiques des différents candidats, notamment les deux principaux candidats en liste, à savoir le candidat du Lingema. Christ-Clotaire Oligui Nguema et Alain-Claude Billy. D'ailleurs, on dirait que vous inspirez pas mal Alain-Claude Billy. Je pense qu'il le dit avec sincérité et ça veut dire qu'il comprend effectivement l'impact. Lui-même, d'ailleurs, il a été aux affaires et donc il comprend réellement la problématique de l'économie de rente dans le pays, que c'est un modèle économique qu'il faut absolument changer. Il en parle beaucoup D'ailleurs, ça fait office de l'un des principaux piliers de son message politique. J'ai aussi lu dans le projet de société du candidat Oligui Nguema, il y a un volet sur l'économie durable où il fait allusion justement à la diversification de l'économie. Je pense que les deux coureurs abordent cette question, mais comme nous le disions depuis le début de nos échanges, il faudra démontrer une volonté réelle sur le terrain de démarcation du modèle rentier. Et surtout Donc avoir la c'est bonne vraiment... méthodologie pour justement impulser ces changements-là, parce que ça va être Ouais. primordial, parce que on parle de diversification de l'économie effectivement depuis des décennies, j'ai envie de dire. C'est toujours un serpent de mer. On a conscience que c'est important, mais on a du mal à le Moi, quand faire. j'étais
Pour ne pas vous couper la parole, si j'ai un peu de temps encore, Bien sûr. moi, par exemple, quand j'étais étudiant, moi j'étais étudiant à l'UOB en sciences économiques, on parlait déjà de diversification de l'économie. Donc, on est dans le milieu des années 90. J'ai fini mes études, on en parlait toujours, mais elles n'étaient pas concrètes. J'ai commencé à travailler, toujours pas concrètes. On peut dire que les véritables efforts d'envergure de diversification commencent avec le développement de la zone économique spéciale de COP, mais il faut la pousser. Là, on fait de la transformation, ça crée des emplois, certes, on produit différents biens localement. Quand vous regardez la production, la transformation de bois qui est produite sur la zone économique de Corp, vous allez vous rendre compte qu'elle est dominée par, en ce qui concerne le bois essentiellement, c'est dominé par les sciages et les plaquages. Or, lorsque vous transformez la grume, les sciages et les plaquages, c'est la première et la deuxième transformation. Mais la véritable transformation qui rapporte plus de valeur ajoutée, c'est la fabrication des meubles. La quatrième transformation, qui est la production des panneaux MDF, des panneaux de fibres dans les grandes surfaces où on vend les meubles en Europe. Vous allez voir des meubles légers, une armoire légère, une table légère qu'on peut facilement transporter. Ce type de matériaux-là, c'est Mhm. la quatrième transformation et c'est elle qui rapporte énormément d'argent. Aujourd'hui, la Chine est leader dans ce domaine. Tant la Chine achète le bois transformé du Gabon, que nous aussi, nous pouvons nous lancer dans ça et donc réellement sortir de l'économie de rente. Donc aller jusqu'à la quatrième transformation de bois serait vraiment une démonstration de sortie de l'économie de rente. Il est clair que c'est urgent, il faut qu'on sorte de ce modèle. D'ailleurs, j'en profite, vous avez été très introduit dans les milieux proches d'Ali Bongo et de l'âme. Au LAM, Gagan Gupta sont partis de Koch, ça a été racheté par un consortium saoudien. Que devient Koch? Alors là, vous me posez une colle parce qu'il va falloir que je reparte regarder les chiffres. Et je sais qu'au début de la transition, il y a eu un recul de l'activité. Après, il y a eu des discussions, que ça s'est relancé, il faut le voir. Lorsque je quitte la zone de COP, les défis n'étaient plus d'attirer les investisseurs. Et donc, le défi à ce moment-là était maintenant l'amélioration des conditions de travail et les conditions d'emploi. Comme je vous le dis, je D'accord. suis pas allé regarder la zone ces temps-ci. Monsieur Ntougou, je vais vous remercier infiniment de nous avoir accordé beaucoup de votre temps pour qu'on puisse discuter de ce livre que je remonte à nouveau à l'écran, que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire. C'est un travail intellectuel vraiment de haut vol et un diagnostic très fin de la situation actuelle de notre économie. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Je tiens aussi d'ailleurs à vous remercier. Ça prouve quand même que vous avez eu un intérêt particulier par rapport à ce livre. Ce livre, je l'ai écrit pour exprimer un sentiment qui me taraudait déjà depuis longtemps, qui s'est enrichi au fil de mon expérience professionnelle. Et donc, j'ai eu un regard assez triangulaire de la situation du pays. Et j'ai remarqué cette persistance à vouloir maintenir un modèle qui n'est plus bon, mais qui satisfait plutôt les intérêts politiques, je voudrais dire politiciens. Si on veut vraiment satisfaire l'intérêt du plus grand nombre, il faut opérer ce changement de modèle économique. Donc, je me suis dit, je vais écrire. Au Gabon, vous savez, les gens n'écrivent pas beaucoup. Or, le fait d'écrire permet à d'autres personnes d'enrichir leurs connaissances, notamment en ce qui concerne le pays, proprement dit. Beaucoup de Gabonais ne connaissent pas très bien le pays, comment le pays fonctionne. Donc, c'est tout ça qui m'a motivé à écrire ce livre. Et j'espère que, comme vous, d'autres Gabonais prendront le temps de l'acheter et de le lire. D'ailleurs, il est disponible à la Maison de la Presse à Libreville, c'est ça? Et sur Il est Amazon, ailleurs. disponible à la maison de la presse. Il est disponible sur Amazon. Parfait. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci beaucoup. C'est moi.